Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène en Europe où on va parler des tensions encore un peu plus vives entre la Russie et les pays de l'Union européenne. Puisque hier, le gouvernement de Moscou, Vladimir Poutine notamment, a signé un décret instaurant la suspension de 81 médias occidentaux présents en Russie. Cette mesure-là est expliquée par Moscou comme étant une mesure de rétorsion à la décision qui avait été prise à la mi-mai par le Conseil de l'Europe de suspendre 4 médias russes qui sont présents dans les pays de l'Union européenne, à savoir RIA Novosti, Voice of Europe, Ivetsia et Rossiyskaya Gazeta. Alors, ces 4 médias-là, qui viennent en plus compléter l'escarcelle de 2 autres médias, Sputnik et Russia Today, qui, eux, avaient déjà fait l'objet de suspension depuis le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. Donc, évidemment, cette mesure-là vient, comme je l'ai dit, un peu plus exacerber les tensions entre la Russie et les pays de l'Union européenne, ces derniers expliquant que les médias russes présents, ces médias-là en l'occurrence présents sur leur territoire, font de la propagande pro-russe. Ce qui est quand même assez étonnant puisque les médias occidentaux présents en Russie font exactement la même chose. Ils font de la propagande pro-occidentale. Et donc, à ce jeu-là, évidemment, les deux parties se sont fendues de communiquer. La Russie expliquant, comme je l'ai dit par ailleurs, que la mesure qui est rentrée en vigueur hier avait été choisie justement parce que la date également de suspension des 4 médias russes entrait en vigueur également hier. Et donc, là, on voit de plus en plus des coupures parce qu'il faut savoir qu'en dépit des tensions diplomatiques, politiques, militaires qui existent entre l'Union européenne et la Russie, il y a quand même des communautés russes qui vivent à l'intérieur de l'Union européenne, comme il y a des communautés européennes qui vivent à l'intérieur du territoire russe. Et donc, souvent, les médias sont des moyens d'être plus ou moins informés de ce qui se passe au pays. Et donc, couper ces médias-là revient à rompre ce lien d'information, ce lien informationnel que ces communautés-là ont avec leur pays d'origine. Et ça, évidemment, ça montre aussi un peu plus combien de fois, si tu veux, le dialogue devient de plus en plus difficile parce que souvent, à travers les médias, on a un peu une idée de ce que pense l'autre. Et donc, lorsque aussi les médias sont coupés, on n'a plus la capacité d'avoir une idée de ce que pense l'autre. Et donc là, on rentre maintenant dans la période des supputations, on est dans on rentre dans de l'imaginaire et donc on n'est plus dans la réalité. Et ça, évidemment, c'est cet imaginaire-là qui, en général, tend vers le pire et donc dans la situation actuelle, montre que les choses sont véritablement en train de se dégrader entre l'Union européenne et la Russie. Et donc, en tout cas, c'est un pas de plus vers la dégradation de ces relations-là. D'autant plus que derrière, déjà, la Russie ne se cache plus. Elle dit ouvertement qu'elle est en guerre. Enfin, pas qu'elle est en guerre, que l'OTAN est en guerre contre elle. Et elle en veut pour preuve que Emmanuel Macron avait déjà dit que dernièrement, il fallait envisager cette option-là, celle d'envoyer des troupes au sol aller combattre en Ukraine, parce que selon lui, évidemment, la situation des forces armées ukrainiennes est de plus en plus critique. Et Volodymyr Zelensky ne le cache pas, puisqu'il appelle de tous ses voeux à une intervention européenne sur le sol en Ukraine, ce qui donnerait une toute autre configuration à ce conflit-là. Et donc, cette mesure de suspension des médias occidentaux, il faut savoir que parmi les médias de l'Union européenne qui sont touchés, tous les pays de l'Union européenne sont atteints, que ce soit l'Espagne avec El País, la Repubblica Italie, El Guardian en Angleterre, mais c'est surtout la France qui est la plus touchée par cette mesure-là, puisqu'il y a 9 médias qui sont quand même suspendus. Il faut savoir qu'on a LCI, Le Monde, La Croix, Libération, L'Express, Radio France, AFP, CNews et RT. Donc c'est vraiment 9 médias
Français qui n'ont plus le droit depuis hier d'émettre en Russie. Et donc, le Kremlin a mis sa menace à exécution puisque tout ce qui concerne les sites internet et les chaînes elles-mêmes câblées, tous les liens ont été coupés. Et donc, ces chaînes-là n'émettent plus en Russie et ces journaux-là aussi ne paraissent plus en Russie. Donc, malheureusement, on voit que dans la rhétorique est toujours la même. Les médias occidentaux accusent la Russie, ces médias-là, de faire la propagande pro-russe. La Russie, elle dit que puisque vous coupez mes médias, eh ben moi aussi je coupe les vôtres. Et il faut savoir qu'en matière de communication, aussi bien, comme je l'ai dit dans mes propos préliminaires, que aussi bien les médias occidentaux font de la propagande pro-occidentale en Russie, la même chose aussi, on ne peut pas opposer ça aux médias russes de faire de la propagande pro-russe sur le territoire des pays occidentaux. Donc cela va de soi, surtout lorsque l'on est en période de guerre. Il ne faut pas oublier aussi que lorsque l'Occident est en guerre, si on se rappelle que ce soit la guerre en Irak, en Afghanistan, on avait été abreuvé de messages de la part de journaux occidentaux qui vantaient le côté positif de la guerre. Donc ça aussi, c'est une forme de propagande. Lorsque George Bush, père, lors de la première invasion de l'Irak en 92, parlait de guerre chirurgicale. Tout ça, c'était pour essayer d'atténuer le côté négatif de la guerre. Donc, tout ça participe à la propagande. Ce que je veux dire, c'est que la propagande fait partie du narratif d'un État pour justement vendre à son opinion publique les bienfaits de la guerre. Parce qu'en réalité, une guerre n'est jamais bonne. Pourquoi? Parce que c'est de la destruction, c'est de la mort, ça sème le chaos. Et donc, en général, pour que la pilule passe, pour que les opinions publiques acceptent l'idée d'aller combattre, d'aller envoyer des enfants, des jeunes, des soldats à la mort, eh bien, il faut un narratif qui puisse faire adhérer cette opinion publique à l'idée d'aller combattre l'ennemi, qu'il soit sur son territoire ou à l'étranger. Et donc, c'est là où entrent en jeu les médias, et c'est dans ce sens-là que les médias sont appelés souvent à suppléer, à soutenir, si tu veux, le narratif créé par le gouvernement pour justement justifier son action guerrière à l'étranger. Et donc, c'est exactement ce qui se passe aussi bien pour les Occidentaux que pour les Russes. Donc, dire qu'un média ne devrait pas faire de la propagande, oui, c'est un souhait, mais dans la réalité, c'est très peu probable. Et donc, on ne peut pas reprocher aux médias russes de faire la propagande par rapport à la guerre que la Russie mène en Ukraine, alors que vous-même, vous faites la même chose pour dénigrer justement cette guerre-là qui est déclenchée par la Russie il y a maintenant à peu près 2 ans et demi. Et donc, on voit là, une fois de plus, comme je l'ai dit, que l'absence de cette suspension-là fait monter d'un palier, si tu veux, le niveau de tension entre la Russie et les pays de l'Union européenne, en dépit du fait que Emmanuel Macron, dans un podcast en marge de la campagne pour les élections législatives, répondant à la question d'un internaute, a dit que lui, il continue à discuter avec Vladimir Poutine. Alors, le Kremlin n'a pas démenti, mais ils ont plutôt dit qu'eux, ils se tenaient prêts à un dialogue. Ça veut donc dire que pour les Russes, ils ne ferment pas ce canal-là, et donc, eux, ils espèrent que les Européens reviendront à la table des négociations. Maintenant, reste à savoir sous quelles conditions. Les Russes ont fait savoir qu'il faut repartir sur la base des négociations qui s'étaient tenues en Turquie en mars 2022. Or, pour l'Ukraine, soutenue en cela pour les Occidentaux, il faut revenir plutôt à des conditions qui visent non seulement le retrait de l'ensemble des troupes russes de l'Ukraine, mais aussi voire même de la Crimée. Et donc pour les Russes, évidemment, c'est inacceptable parce que dans l'accord qui était prévu en mars dernier, c'est-à-dire qu'on amputait les territoires déjà passés sous contrôle russe de l'Ukraine. Ensuite de cela, l'Ukraine s'engageait à ne pas intégrer l'OTAN ni l'Union européenne. Alors que dans ce cas-là, on est loin de cette situation-là puisque l'Union européenne vient d'entamer les pourparlers d'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, même si, en réalité, moi je vois très difficilement comment est-ce que cette adhésion-là, cette intégration pourrait se faire, ou du moins à court terme. D'accord ? Pour les raisons que j'ai expliquées dans une de mes précédentes interventions ici. Donc, dans la situation actuelle, les tensions ne font que s'exacerber, même si, pour le moment, ni les pays de l'Union européenne, de manière globale, ne disent qu'ils veulent renforcer, même s'ils renforcent le soutien militaire
par l'octroi d'armes et de munitions encore à l'Ukraine, puisque une nouvelle rallonge de 50 milliards de dollars avait été décidée au cours de le dernier Conseil européen. Néanmoins, ils ne veulent pas aller au-delà de ce pan-là, même si les Américains aussi ont donné leur accord pour autoriser les Ukrainiens à tirer un peu plus en profondeur à l'intérieur du territoire russe. C'est la raison pour laquelle hier, il y a des installations qui avaient été bombardées en Crimée, des installations pétrolières. Et donc, on voit que à ce niveau-là, il y a un nouveau palier aussi qui a été franchi. Mais pour le moment, l'idée d'envoyer des troupes au sol reste totalement rejetée par l'ensemble ou la grande majorité des pays de l'Union européenne. D'autant plus que les Américains, Joe Biden l'a bien dit, il est hors de question pour lui d'envoyer des troupes américaines combattre au sol en Ukraine. Et donc, une fois que le grand Joe a dit non, eh bien, il est peu probable que les petits Européens fassent le contraire. Donc, puisque Joe la terreur. Voilà, puisque c'est les États-Unis qui dirigent l'OTAN. En réalité, dans les faits, c'est les États-Unis qui garantissent, si tu veux, le bouclier militaire de l'OTAN. Donc, c'est malheureux de voir que l'Occident, qui est considéré comme étant le berceau de la civilisation, enfin, qui se considérait jusqu'à présent comme étant avoir un certain niveau d'humanisme qui faisait que les guerres ne pouvaient plus avoir lieu sur son continent, eh ben, on se rend compte que malheureusement, si tu veux, ce qui est dans l'ADN même des Occidentaux, c'est justement la pratique de la guerre. Leur histoire est jalonnée de guerre, même si au cours de ces 60 ou 70 dernières années, il n'y avait pas eu de conflit majeur en Europe, en dehors de la guerre en Yougoslavie, donc la guerre dans les Balkans. Donc malheureusement, la réalité a repris le dessus et l'Occident a sombré, l'Europe sombre de nouveau dans la guerre. Et pour les Russes, eux, ils sont droits dans leurs bottes. Sur le plan militaire, eh ben, il n'y a pas encore de percée spectaculaire, mais il y a des avancées significatives sur le terrain. Les Ukrainiens, il faut savoir que Volodymyr Zelensky vient de limoger un de ses généraux qu'il accuse d'être responsable de n'avoir pas suffisamment pris en compte la vie de ses soldats en les envoyant au front. Selon les chiffres qui ont été annoncés, par exemple, par Dimitri Rostov, qui est l'ancien ambassadeur de Russie en France, il disait que les chiffres des morts en Ukraine sont de 50 000 Ukrainiens contre 5 000 Russes par mois. Donc c'est quand même énorme, hein, c'est énorme. Or, apparemment, ni les Ukrainiens ni les Russes ne semblent vouloir, à court terme, mettre un terme à ce combat, sauf dans des conditions que ni l'une ni aucune autre partie ne pourrait accepter. C'est-à-dire qu'ils se font des propositions qu'ils savent d'avance que l'autre partie n'acceptera pas. Et donc c'est dans ce contexte-là que les Occidentaux ont essayé de renforcer une fois de plus les sanctions économiques, renforcer le soutien militaire. Comme l'a dit Emmanuel Macron, ils vont envoyer des Mirage 2000-5 à l'Ukraine et former des pilotes, même si l'on sait que dans la réalité, combien d'avions? Il y en a très peu qui seront disponibles. La France est en train de négocier avec l'Argentine et avec la Grèce que ces pays-là leur envoient les Mirage 2000 qu'ils ont, parce que ces deux pays-là veulent évidemment réformer, enfin veulent moderniser leur armée de l'air. Et donc, c'est avec ces deux pays-là qu'ils sont en train de négocier. Maintenant, évidemment, pour l'Argentine, ils demandent d'avoir, et même la Grèce, les deux demandent d'avoir en échange des Rafales. Or, quand vous prenez la valeur d'un Rafale, qui tourne aux alentours de 40 millions d'euros, contre celle d'un Mirage 2000-5, qui est quand même un appareil vieillissant, même s'il a été modernisé, mais il reste quand même vieillissant, on voit que le ratio serait perdant pour la France. Donc, c'est un peu ce point de blocage-là, pour le moment, qui fait que, pour l'instant, même s'il y a une quarantaine de soldats, de pilotes ukrainiens qui, semble-t-il, sont en cours de formation en France, mais globalement, on ne sait pas encore quelle proportion, quel nombre d'avions Mirage sera mis à disposition de l'Ukraine dans les semaines ou dans les mois qui viennent, parce qu'Emmanuel Macron a dit que la formation ne devrait pas s'étaler au-delà de 6 mois. Et donc, là aussi, on sait qu'il y aura très peu d'avions disponibles. Mais là, donc, on voit que c'est dans ce contexte-là où les tensions s'exacerbent et malheureusement, on vient de franchir un nouveau pan avec la suspension des deux côtés de médias. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur le conflit en Ukraine ce matin dans notre émission. Restez connectés, dans quelques minutes René Ruth va être avec nous dans le studio des 104.5. Pour l'instant, place à la musique. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.